Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous allons débuter cette saison de plein pied en parlant, en mettant au cœur de notre débat de ce soir, l'Organisation des Nations Unies qui était en Assemblée générale il y a encore quelques jours. On est habitué depuis toujours à ce bal annuel de tous les États du monde dans la capitale américaine, des discours. On sent des velléités de réforme, mais pour le moment, on va peut-être se contenter de toutes ces prises de parole. Là, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de voir comment cette institution peut se réformer ou pas, puisque tout le monde semble s'entendre là-dessus, mais la question du comment se pose toujours avec acuité. Et qu'est-ce qui change avec ce nouveau groupe des BRICS en quête, ils le disent en tout cas, d'un nouvel ordre mondial? Nous allons essayer de tenter d'avoir réponse à ces questions avec mes deux invités de ce soir. Je vais commencer par Hamzat Abdoulaye, consultant analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Et un nouveau venu dans notre cercle d'analystes, M. Simpara Mahmadou Mfa, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité en Afrique. Bonsoir, s'il est en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de nous avoir rejoints. Je vais commencer par vous, par vous poser cette question. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée générale, à la 78e Assemblée générale de l'ONU, il y a encore quelques jours, on a l'impression d'un éternel recommencement. Est-ce que vous avez la même impression ou est-ce une illusion d'optique? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Et parfaitement, je partage on va dire, ce constat, cette analyse d'un éternel recommencement quant aux discours qui se produisent voilà, derrière le mur vert au sein de l'Assemblée générale. Donc, en général, c'est des discours. En général, on va dire, voilà, c'est des discours. Peut-être la seule chose qui diffère, peut-être que les discours deviennent de plus en plus, plus ou moins un peu beaucoup plus belliqueuse, surtout concernant l'Afrique, pour ce qui concerne l'Afrique. Mais en général, il n'y a pas grand changement. Voilà. Hamzat Abdoulaye, même question. Moi, je trouve que à la fin, juste un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, trois choses ont été mal gérées. La décolonisation, la mondialisation et la chute du mur de Berlin. Mais en évoquant cette mondialisation, on peut comprendre que l'ONU est née dans une perspective assez précise, c'est-à-dire c'était une ère qui consacrait la domination de la puissance sur le reste du monde. Et la domination de cette puissance au sein de l'ONU peut être entrevue à travers d'ailleurs ce Conseil de sécurité à 5 qui dénote clairement les 5 superpuissants qui maintiennent en quelque sorte l'équilibre dans le monde post-Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est un constat terrible d'échec de l'ONU, justement, dans sa manière de fonctionner depuis 1945 et surtout dans sa manière de penser les véritables problèmes et les véritables enjeux également du monde dans lequel nous sommes. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'ONU prend à cœur véritablement les véritables enjeux du monde? J'évoque bien entendu la question de l'insécurité alimentaire. Depuis 1945 jusqu'en 2023, par exemple, aucune décision, aucune mesure n'a été prise par le Conseil de sécurité sur l'insécurité alimentaire, pas même une seule résolution. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, quand vous prenez la charte de San Francisco de juin 1945, vous allez vous rendre compte que la charte de 1945 ne répond plus aujourd'hui à ce qui se passe en 2023. Vous avez par ailleurs la question de l'insécurité climatique, par exemple, qui domine toutes les questions politiques, géopolitiques dans le monde. Et c'est autant de choses que ne contrôle plus forcément l'ONU. Et je finis là-dessus en disant, oui, le discours des chefs d'État aujourd'hui a une connotation bien précise, c'est-à-dire celui d'une revendication. Revendication de la façon de penser, de la façon d'agir de cette organisation.
Parce que, bien entendu, comme je le disais, c'est toujours bloqué en 1945, où ce n'est que les superpuissants qui ont toujours le droit, le dernier mot, qui ont toujours le droit aux décisions, qui ont toujours le droit par rapport à ce qui est prioritaire et ou à ce qui ne l'est pas, justement. Donc, il faut comprendre ces discours des chefs d'État africains notamment et surtout de ce Sud globalisé qui revendiquent plus une place au sein de ce conseil, au sein de cette organisation, afin d'être plus audible et d'avoir, qui sait, un jour une influence au sein de cette organisation. Monsieur Simpara Mamadou, est-ce que ce bal des discours n'est pas devenu quelque peu un rituel, on va dire, sans être péjoratif, un rituel folklorique? Parce qu'à la limite, Hamzat le posait la question, il faisait référence. On sait tous, en tout cas tout le monde sait que cette organisation, je ne dirais pas prisonnière, en tout cas, engoncée quelque peu dans les désirata du Conseil de sécurité. Au-delà de ce cercle, plus rien ne se passe. Alors, à quoi servent réellement les prises de parole au-delà des revendications, comme il vient de dire, au-delà de faire entre griffes du bruit, comme le disent certains? On sait tous bien que quand le Conseil de sécurité ne se prononce pas, ça ne rime à grand-chose. Absolument. Et je partage en partie l'intervention de Cher Hamza. En fait, pour connaître un peu l'architecture de l'ONU et son incapacité à poser des actions réelles face aux défis globaux, c'est surtout qu'il faut plus ou moins aller, on va dire, en arrière dans le contexte de sa création. En fait, dans une certaine perspective, l'ONU est née, comment dirais-je, d'une double condition. Donc, il y avait une double condition qu'il fallait remplir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La première, c'était qu'il fallait faire un compromis. Un compromis entre la nécessité de l'Occident de garder sa domination sur le monde d'une part, et le compromis sur la nécessité d'impliquer les autres acteurs afin qu'ils ne se sentent pas, on va dire, marginalisés dans la gouvernance mondiale, du nouvel ordre mondial qui naissait à la suite de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, ici, il fallait, dans une comment dirais-je, avoir une certaine ingéniosité, de garder la main des Occidentaux, donc à travers le Conseil de sécurité, notamment les cinq sièges du membre permanent, où 4 de ces États, ou sinon même, 4 de ces États sont occidentaux. Sinon, on peut dire 3, si on enlève la Russie. Donc, à part la Chine qui est asiatique, qui est d'une part, même l'intégration de la Chine aussi, il faut le reconnaître, ce n'était pas la Chine à la base, c'était Taïwan. Donc, voilà, la donne a changé dans les années 1970. Donc, ça, c'était la première condition. Donc, il fallait créer les 5 sièges afin que l'Occident puisse garder sa domination sur le nouvel ordre mondial qui émergeait. Et d'une part, et d'autre part, maintenant, il fallait donner 10 sièges non permanents, donc afin que les autres ne se sentent pas exclus dans les processus de décision. Et maintenant, même l'Assemblée générale conçu avec un État est égal à une voix, répondait à ce compromis, faire engager les autres États dans le processus afin qu'ils ne se sentent pas rejetés. Donc ça, c'était la première condition. Maintenant, la deuxième condition, il fallait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait établir un système, un nouvel ordre mondial qui tient compte des intérêts de ceux qui pouvaient le détruire. Et c'est là où on est arrivé avec cette architecture. D'ailleurs, ça, c'était, on va dire, l'erreur commise par la défunte mère de l'ONU, en l'occurrence la Société des Nations, qui n'avait pas su, on va dire, prendre en compte les intérêts des États, des superpuissances tels que l'Italie, le Japon et l'Allemagne à l'époque. Donc, ce qui lui a coûté sa vie. Donc, mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui avait fait la force de l'organisation de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies au début, à la suite de sa création, et dans le contexte dans lequel elle a émergé, aujourd'hui fait sa faiblesse. Il s'agit de pratiquement de 1945 à nos jours, les circonstances et, on va dire, l'architecture et surtout l'ordre international tel qu'il avait émergé a changé. Mais sauf que l'ONU peine jusqu'à présent à s'adapter, on va dire, au mouvement qui se passe. Et je crois que peut-être on y reviendra dans les débats. Il y a certaines raisons qui font que
l'organisation est condamnée peut-être à cette passivité, parfois face à certains événements. Actuellement, ce qui se passe au Soudan, donc il faut attendre que la chose devienne vraiment incontrôlable pour que l'ONU puisse se saisir du dossier. L'exemple du Soudan est palpable. On a l'impression que certains parlaient de terrain de jeu pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais quand on prend le Soudan, ça se voit de façon frontale, où les jeux des puissances se jouent devant nos yeux. On se demande jusqu'à quand. Mais la question que je m'avais vous poser est tout autre. On a, même au sein du Conseil de sécurité, deux pays, la Russie et la Chine, qui sont, on va dire, les pendants d'un nouvel ordre mondial qui demande un changement. Mais on a l'impression qu'au-delà des déclarations de principe, personne n'a envie que le Conseil de sécurité s'élargisse, même pas la Chine ou la Russie. Quand bien même ils le proclament, on a l'impression que tout le monde est d'accord pour que ça ne change pas en réalité. Alors, on est d'accord sur le principe, c'est-à-dire il y a un discours vaseux, on va le dire, qui fait une sorte de deux poids, deux mesures en réalité. On a d'une part certains acteurs de ce même Conseil de sécurité qui prônent une refondation, mais qui derrière ne font pas les actions concrètes qu'il faut pour que cela puisse se faire. Le pouvoir. La question n'est pas à ce niveau. La question est de savoir, est-ce que l'architecture de l'ONU permet justement cela? La réponse est non. Parce qu'il faut se rappeler, quand Roosevelt avait fait valider par l'Assemblée, par le Parlement des États-Unis, donc le vote du Congrès donc, pour consacrer l'ONU, pour que l'opinion américaine puisse l'accepter, il faut se rappeler qu'il était plus dans une dimension de protectionnisme, c'est-à-dire on ouvre les vannes, mais ce n'est pas... On garde le contrôle. On garde le contrôle. C'était bien de ça il était question. Donc, dès le début, il y a une sorte de faux départ qui s'est amorcé. Aujourd'hui, on peut dire que ces États, malheureusement, paient les frais de ce début qui a, d'une certaine façon, fermé les portes sans pour autant donner une ouverture sur les fenêtres. Donc, c'est surtout de ça qu'il s'agit. L'autre chose aussi, et je peux comprendre aussi votre question, c'est que vous avez la Chine et la Russie qui sont dans une sorte de nouvelle dynamique, parce que les choses sont en train de bouger au sein de la géopolitique, au sein de la diplomatie et au sein même de l'économie. Donc, il y a peut-être une ouverture à faire, mais pas au sein de l'ONU. Donc, on peut peut-être... pas au sein du Conseil de sécurité. Pas au sein du Conseil de sécurité, pas au sein de l'ONU non plus. Parce que finalement, l'ONU, ça ressemble à une série où chacun passe, chaque chef d'État, chaque gouvernement passe pour faire des discours qui ne sont pas pour autant écoutés. Et prenez l'exemple du continent africain où on peut énumérer plusieurs instabilités sécuritaires, plusieurs guerres depuis 1945 jusqu'en 2023, vous allez comprendre que l'ONU a échoué dans le rôle du maintien de la paix et de la sécurité, puisque l'ONU s'est donné pour rôle de maintenir la paix et de garantir la sécurité pour éviter le recours à une autre guerre mondiale. Exactement, même si c'est sur une échelle plus réduite dans certains pays ou sur le continent africain, pour ne citer que celui-là. Donc, l'ONU a échoué dans la mesure où, de 1945 en 2023, aucune force, aucune mission n'a véritablement rétabli une paix ou garanti une sécurité, que ce soit en RDC, que ce soit au Mali, que ce soit au Soudan, en Somalie. Les exemples sont pléthoriques de l'échec, justement, de cette mission qui pourrait garantir la paix et la sécurité dans le monde. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, et bien sûr, je me réfère à la Russie et à la Chine, c'est que vu que l'opposition est restée constante et permanente entre un Occident avec les Européens d'une part et les Américains d'autre part, vu qu'il y a toujours ce conflit Est-Ouest qui est bien entendu régénéré à travers le continent africain ou à travers le continent asiatique ou à travers d'autres paramètres plus spécifiques comme l'économie, comme l'aspect sanitaire aussi, eh bien, il fallait tout de même amorcer un nouvel ordre mondial avec les BRICS qui font justement la promesse de rétablir
ce que c'est une véritable mondialisation. L'ONU n'a pas su assimiler ce qu'est une véritable mondialisation, parce que la véritable mondialisation, c'est cette mondialisation dans laquelle tout le monde est absolument présent, et c'est cette mondialisation qui garantit, bien entendu, les intérêts de chacun et de tous. Ce que l'ONU, jusqu'en 2023, n'a pas su faire. Mais il faut aussi noter qu'il y a eu des notes positives par rapport à l'ONU. L'ONU n'a pas été que des échecs. Quand on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'était quand même une avancée notable en matière des droits de l'homme. Quand on prend également l'action personnelle de certains secrétaires généraux, comme le grand Lélus Kofi Annan, qui a tout de même exigé, prôné une organisation des Nations Unies des peuples, désormais à travers cette célèbre charte, on peut dire qu'il y a eu quand même des notes positives de l'ONU, mais l'ONU a beaucoup plus déçu qu'elle n'a satisfait. Simparam Mahmadou, la question que tout le monde se pose, même au niveau sur les intentions, les réelles intentions de pays comme la Chine ou la Russie, c'est qu'on crie, qu'on veut du changement, que le Conseil de sécurité doit être élargi, le droit de veto doit être dispatché, mais dans le même temps, on ne voit pas ni la Chine ni la Russie octroyer, vouloir batailler pour que l'Inde, par exemple, ou la Turquie, par exemple, ait une place, en tout cas au Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc on prône quelque chose d'une main qu'on ne veut pas forcément voir aboutir. Alors réellement, comment on en sort de cet imbroglio? Parce que c'est un peu ces membres du Conseil de sécurité s'entendent surtout pour que rien ne change, quelle que soit leur divergence d'ailleurs. Absolument, absolument. Aujourd'hui, au sein du Conseil de sécurité, pratiquement que ce soit du camp occidental d'une part ou même de l'autre côté avec la Chine ou la Russie, s'il y a une évidence, c'est qu'il faut une réforme du Conseil de sécurité. Donc, je rappelle que ce Conseil de sécurité qui s'intéresse aux questions de paix et de sécurité, aujourd'hui, dans le contexte actuel dans lequel on se trouve, donc la question devient de plus en plus pressante. Donc, s'il y a une unanimité, c'est qu'il faut que ça change. Et dans les années, au début des années 2000, il y avait eu une tentative, on va dire, de révision du Conseil des membres du Conseil de sécurité où on avait parlé de l'Allemagne, on avait parlé du Japon, on avait parlé de l'Inde, on avait parlé de certains et même de l'Afrique du Sud au niveau africain. Bon, certains parlaient d'Égypte. Donc aujourd'hui, s'il y a une unanimité, c'est qu'il faut un changement. Mais sauf que le paradoxe, sinon je dirais même la tragédie comment dirais-je, du Conseil de sécurité ou même de l'ONU, c'est que la réforme nécessaire pour l'organisation est celle qui n'arrange aucune des parties prenantes. Donc, si on est d'accord sur le fait que ça change, donc la Russie prône le changement et la Chine aussi, et même les États-Unis où aujourd'hui l'Occident est de plus en plus ouvert avec, on va dire, des plateformes parallèles qui émergent, notamment les BRICS, le G20. Donc aujourd'hui, l'Occident est tout aussi ouvert à un changement. Mais sauf que toute la question est comment va ce changement. Donc, quels sont les acteurs qu'il faut accueillir? Donc, au niveau de l'Asie, au début des années 2000, c'est la Chine qui avait été, on va dire, l'obstacle pour l'adhésion du Japon ou de l'Inde. Donc, voilà, le Japon et le dossier japonais et indien d'une part. Et au niveau de l'Amérique latine, on parlait du Brésil. Donc, sauf qu'il y a d'autres géants aussi, tels que l'Argentine, qui n'était pas, comment dirais-je, qu'il fallait considérer aussi dans la prise en considération des membres. Et même en Afrique, aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud, c'est pas une unanimité. Il y a l'Éthiopie d'une part, exactement. Absolument. Et l'Égypte et aujourd'hui l'Éthiopie ne va pas laisser l'Égypte ou l'Égypte ne va pas laisser l'Éthiopie, comment dirais-je, intégrer, puisqu'il est déjà le différent autour du leadership sur le continent. Donc, maintenant, peut-être, et aujourd'hui, et moi, pour moi, c'est la vraie, là où l'attention devrait être tirée, c'est de se dire que si aujourd'hui la réforme du Conseil de sécurité est quasiment impossible, peut-être qu'il faut attirer l'attention sur d'autres organes, notamment l'Assemblée générale. Donc, de faire de sorte que, vu que, en général, lorsqu'il s'agit du Conseil de sécurité, c'est les questions de paix et de sécurité, de manière générale, pour ceux qui sont
dans le monde de manière générale. Donc, peut-être la réforme la plus, parce qu'il y a une forme de, il y a les désirs et il y a les faisabilités. Le désir, c'est d'ouvrir la porte du Conseil de sécurité, mais sa faisabilité est quasi impossible. Donc, malgré les bonnes volontés de la Russie ou de la Chine ou même d'autres pays occidentaux, donc peut-être qu'il faut revoir l'architecture de l'Assemblée générale, dont la force est bien évidemment sa faiblesse. En l'occurrence, un État, une voix. Peut-être qu'il faut ouvrir son mandat sur des questions de paix et de sécurité. Et je ne pense pas non plus que le Conseil de sécurité va, on va dire, adhérer à cette idée. Sinon, à part ça, il y a les agences aussi, les agences spécialisées qui font d'excellents boulots, tels que le HCR, l'UNICEF ou ONU Femmes. Donc, peut-être qu'il faut essayer, on va dire, dans une forme de processus de décentralisation et de déconcentration du pouvoir, bon, beaucoup plus de déconcentration du pouvoir au sein du Conseil de sécurité, notamment des questions concernant les questions de paix et de sécurité, peut-être déconcentrer les sujets au lieu de se focaliser sur l'adhésion d'autres acteurs qui sera très problématique ou quasi impossible. D'ailleurs, on avait parlé du retrait même du siège de la Russie à la suite de l'invasion de la Crimée en 2014 et actuellement de l'Ukraine. Donc, chose qui est absolument impossible puisque la Russie ne va pas voter contre elle-même et pour pouvoir sortir. Donc, il faut aussi son accord. Donc, ça, c'est des désirs, c'est des fantasmes, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut partir peut-être vers ce qui est faisable, ce qui est désirable, ce qui est faisable. Et aujourd'hui, à mon sens, ce qui est faisable, c'est d'attirer l'attention sur d'autres aspects de la réforme, donc au niveau de l'Assemblée générale d'une part, donc donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale sur les questions de paix et de sécurité, et d'autre part maintenant sur les agences spécialisées. Voilà, on va peut-être terminer ces échanges sur cette question en parlant maintenant je reste avec vous, hein, Simpara Mahmadou, en s'appesantissant, en restant sur le continent. Cette même bataille, même à pas feutré, existe quand on prend ce qu'on peut considérer comme les grandes puissances du continent, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Algérie, dans une moindre mesure, ou le Maroc, ou encore en Afrique de l'Est, des pays comme l'Angola, l'Éthiopie. On a l'impression également que voilà, la bataille ne sera pas facile parce que si on fait un scénario, disons, si on veut se projeter dans l'avenir, s'il était possible de libérer une place, ce ne serait pas aisé de désigner quelqu'un sur le continent. Et l'autre question pour compléter celle-là, c'est que comment ces pays que je viens de citer peuvent faire montre d'une certaine crédibilité à l'international, si au niveau même des crises qu'on a gérées sur le continent, ces grandes puissances sont, on va dire, à la limite aux abonnés absents ou parfois certains se mouillent très peu. Oui, et absolument. La bataille pour les sièges au niveau du Conseil, au sein du Conseil de sécurité avait commencé depuis les années 2000, notamment depuis le début des années 2000, notamment sur le continent. Par exemple, la question de l'intervention de l'OTAN en Libye pour destituer Muammar Kadhafi. En général, si on regarde les archives au sein de l'Union africaine, les États avaient convenu de ne pas avoir une intervention extérieure dans l'affaire libyenne. Mais sauf qu'à la grande surprise, au sein des instances internationales, on s'est rendu compte qu'il y a des États qui avaient choisi des positions autres que celles prônées par l'organisation l'Union africaine. Et les raisons avancées, c'était la bataille il fallait qui va plaire à l'Occident pour probablement peut-être avoir un avantage pour accéder au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on avait le Nigeria qui avait voté pour l'intervention au niveau de la Libye. Donc, ça, c'est une bataille qui avait commencé depuis longtemps. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, pour moi, dans mon analyse, la meilleure solution, notamment particulièrement sur le continent, puisqu'en aucun moment le Maroc ne va laisser que l'Algérie rentre, l'ennemi, le frère ennemi, et d'autre part, tu as l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie. Donc aujourd'hui, peut-être ça serait de donner un siège au continent. Et maintenant, un siège où il y aura une forme de rotation. Un siège où ça peut être 2 sièges. Donc,
Exactement. Donc, un siège au sein du Conseil de sécurité où, maintenant, sur le continent, on va décider d'avoir une rotation entre les États. Donc, entre ceux qui se présentent pour, ou plutôt les candidats qui veulent y siéger. Maintenant, toute la question réside à votre, ou plutôt, tout le dilemme réside dans votre deuxième question, qui est celle relative à la crédibilité de ces acteurs qui veulent prendre part à la gouvernance mondiale. Et quand on regarde au niveau continental, c'est des États qui, en général, comme vous l'avez si bien dit, qui sont parfois aux abonnés absents et parfois même avec des crises qui sont à la porte de leurs frontières. Donc aujourd'hui, aucun État africain, de manière générale, ne peut dire qu'il est le seul, on va dire, à avoir non seulement tous les atouts en termes de leadership, en termes de, comment dirais-je, de rapport avec les autres nations pour comment dire, revendiquer le siège. Donc, la meilleure solution, c'est d'aller vers un siège pour le continent. Et maintenant, à notre sein maintenant, donc dans la famille, nous allons avoir une rotation entre différents candidats. Le Conseil de sécurité joue peut-être sa dernière carte de suivi pour ces dernières années. Parce que c'est assez visible. On ne peut plus continuer avec cette méthode encore durant une décennie. Ça ressemble à du suicide. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait refonder l'ossature de l'Organisation des Nations Unies si on espère qu'elle pourrait avoir un effet ou un impact dans les 10-20 prochaines années. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire les États de ce Sud globalisé qui ne se retrouvent pas au sein du Graal de l'ONU, notamment sur ce Conseil de sécurité, pourraient y accéder, mais en faisant en sorte que ce Conseil de sécurité disparaisse. Donc moi, je prône la disparition de ce Conseil de sécurité dans le long terme pour permettre qu'il y ait une véritable puissance d'équilibre. Alors, la puissance d'équilibre a été développée par Bismarck. Ça consiste à quoi? Ça consiste à intégrer tout le monde et qu'il n'y ait pas un fort ou un faible et qu'il y ait un équilibre parfait. Et c'est à ce type. Bon, un équilibre sur le papier, parce qu'après, il y a l'équilibre, il y a la force. Alors, pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. Dans la mesure où, quand on intègre ce Sud globalisé au sein des échanges, c'est qu'on leur donne droit au vote. Le vote voudrait dire quoi? Que quand ils ont une opinion sur une question ou une autre, ils peuvent s'exprimer et ce vote puisse être considéré sur l'échiquier global. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que dans le cadre d'une intervention, par exemple, dans le Sud ou en Afrique, qu'on puisse peut-être prioriser la voix de ces États en Afrique que la voix de l'Occident ou de la Russie qui sont très loin du continent et qui sont très loin des réalités africaines. Donc, je prône beaucoup plus une intégration globalisée de cette ONU pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir voix au chapitre. L'autre chose, et je finis là-dessus, c'est qu'il y a les BRICS à côté, les BRICS plus aujourd'hui. Et si on consacre effectivement les BRICS plus, cela voudrait dire d'une part qu'on va fragiliser l'ONU, d'une façon ou d'une autre le Conseil de sécurité, et cela donne bien entendu plus de voix sur le plan économique, sur le plan géopolitique, aux autres États de ce Sud globalisé. Encore faut-il qu'ils s'entendent. Merci beaucoup, Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Simpara Mahamadou Onfa, spécialiste des questions de gouvernance, de paix, de sécurité en Afrique. Merci pour vos contributions à l'occasion de cette première de la nouvelle saison. En attendant de vous retrouver vendredi prochain pour d'autres développements, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.